Êtes-vous prêt à voyager des frontières de vos peurs aux limites de vos rêves, à rencontrer des mythes et des légendes, des diables et des anges, à vous laisser conduire sur les chemins de l'étrange? Arcanum Fabulas. Saison 4. On raconte, dans une ancienne légende, qu'au moment où la mort croise notre destinée, elle est précédée par des chanteuses dont le rôle est de nous envoûter pour que nous acceptions sans peur et sans réticence de nous laisser tirer hors de la vie. Ces chants presque magiques que nous entendons au moment fatal permettent à la mort d'approcher sans que nous la remarquions. Le chant des Dames de la Mort. Bonjour à tous, chers auditeurs d'Arcanum Fabulas. Dans ce 7e épisode de la 4e saison, nous allons vous proposer 3 nouvelles des chants des Dames de la Mort. 3 nouvelles qui vous feront voir la famille sous un angle différent. Bonne écoute. Une maison à la Nouvelle-Orléans. « 1875, une nuit d'été. Les bruits de la Nouvelle-Orléans dansaient autour d'elle. La pièce était petite, couverte de tentures rouges d'un vulgaire sans nom. Les meubles étaient simples et propres. Un lit, sur lequel était posé un duvet en harmonie avec les horribles tentures, une commode et une armoire à glace sans doute vide. La jeune fille franchit la porte la première. Elle n'avait guère plus de 20 ans, mais son maquillage, sa robe très courte et ses cheveux blonds noués en chignon au-dessus de sa tête lui donnaient les allures d'une véritable femme. Rien dans la chambre ne laissait supposer de l'endroit où on se trouvait. Et ce lieu, sinistre et mal éclairé, aurait pu être presque n'importe où, sur presque n'importe quel continent, dans presque n'importe quelle ville du monde. L'homme qui entra à la suite de la jeune femme était plus âgé. 40, peut-être même 45 ans. Ses tempes grisonnantes, son odeur de tabac froid, son allure de clochard et ses yeux affamés d'on ne sait quelle perversité faisaient qu'il tranchait véritablement avec la beauté et la fraîcheur de sa compagne. Elle ne prit pas la peine de lui parler. Ses vêtements glissèrent sur sa poitrine, sur ses jambes, révélant le corps arrogant de cette perfection périssable de la jeunesse. L'homme la regardait avec la convoitise du propriétaire qui vient de s'offrir un nouvel objet, le genre de regard qui rabaisse tous ceux qui peuvent le subir. La jeune femme ne s'en offusqua pas, ne parut pas ressentir de gêne. Ce n'était pas son premier ni son dernier client, et, le temps aidant, elle avait mis en place une barrière mentale pour subir leurs assauts sans envie de vomir. De toute façon, rien n'était jamais allé pour elle. Abandonnée à sa naissance, elle ne gardait de sa famille que la photo déchirée d'une jeune femme qu'on lui avait dit être sa mère, qu'on lui avait dit morte. Elle avait attendu plus de 20 ans le retour de son père, un homme important, un homme reconnu qui saurait l'aider, la tirer de là, de ce métier, de cette vie où le manque d'attention l'avait poussée. Elle y pensait souvent, imaginant ce jour béni comme le plus beau de sa vie, et ne désespérait pas encore. Elle avait tout idéalisé en lui. Son physique, son intelligence, sa morale. Elle lui avait trouvé toutes les excuses. Pendant ce temps, le quadragénaire avait commencé son œuvre après l'avoir basculé sur le lit comme une vulgaire caisse à bois. Elle sentait son odeur de sueur et de tabac. Elle ne le regardait pas, mais devinait son visage déformé par ce plaisir solitaire. Elle aurait pu bâiller, même sans dormir, mais un certain professionnalisme l'avait conduite à lutter. De toute façon, son esprit était ailleurs, dans cette famille qui lui apporterait la sécurité, la dignité, l'amour aussi. Même si son père ne s'était pas occupé d'elle lorsqu'elle était petite, il n'avait pas pu, elle serait là quand il serait vieux. Elle l'emmènerait se promener dans un grand jardin de leur grande maison. Peut-être avait-elle aussi des frères, des sœurs, peut-être aurait-elle des neveux, des nièces.
Elle n'aurait pas d'enfant, c'était sûr. Pour cela, il lui aurait fallu se marier et supporter le contact d'un homme dans son lit. Elle n'en aurait jamais le courage. Pendant ce temps, le quadragénaire se laissait aller à l'extase. Des petits cris ridicules ponctuaient des coups de rein de plus en plus violents. La jeune femme eut mal, comme si on la déchirait, mais elle enferma sa souffrance avec sa honte au plus profond de son âme. Le moment ultime était proche, et puis il partirait. Elle ne le reverrait jamais. Ce n'était pas un habitué, alors pourquoi gâcher ce qu'il avait payé? De toute façon, elle en aurait bientôt fini avec tout cela. Après ce soir, c'était décidé, elle ferait ce qu'il fallait pour le retrouver, pour l'avoir en face d'elle et lui dire « Papa, je t'aime. Ne m'explique pas, je suis sûr que tu n'as pas eu le choix. Peut-être ne savais-tu même pas, peut-être maman et toi avez vécu une belle histoire d'amour et les autres vous ont séparés, qu'elle m'a gardé comme un témoignage du plus fort moment de sa vie. Je ne t'en veux pas, papa. Tu es un homme important, riche, avec des responsabilités et tu as sans doute été trompé. » Pendant ce temps, le quadragénaire termina dans un rôle proche de la douleur, se retira sans dire un mot, se rhabilla sans un mot, sortit son portefeuille et posa 10 $ sur la table de nuit, sous la lampe de chevet. C'était gentil de sa part. C'était un plus, il avait déjà payé en bas à la tenancière, et ça, il n'était pas forcé. La jeune femme se crut obligée de lui dire merci, et ce fut à peu près le seul mot qu'ils échangèrent. Puis il sortit. Elle s'habilla à son tour, se mit à la fenêtre et eut le temps de le voir disparaître dans les ruelles bruyantes de la Nouvelle-Orléans. Elle soupira, se retourna pour regarder cette chambre à laquelle elle avait fini par s'habituer. Par terre, près de la table de nuit sur laquelle étaient encore posés les 10 $, elle vit un petit carré blanc. Elle le ramassa en pensant avec raison qu'il avait dû tomber du portefeuille de son client, lorsqu'il avait sorti sa monnaie. Elle le retourna distraitement. C'était un bout de photo déchiré en son milieu qui représentait un visage qui lui était très familier. Pas plus de 2 secondes lui furent nécessaires pour comprendre, avant qu'une douleur déchirante derrière laquelle pointait déjà le chant des dames de la mort ne l'envahisse au plus profond. Je savais que tu allais faire cela. Sûr que l'appartement d'Iudo n'était pas agréable, sûr que lorsque l'on entrait là-dedans, cela sentait fort et qu'il fallait un certain courage pour les supporter, les Iudo. Mais quand même, qui aurait pu se titer? Moi, peut-être. Jean-Marc Oudot était petit, moustachu, le visage buriné par l'alcool, le tabac et le temps. Ses bras étaient colorés de tant de tatouages qu'il donnait l'impression d'être d'une teinte différente du reste de son corps. Il était éboueur, Jean-Marc, un boulot difficile et pas très agréable, mais il le faisait plus par nécessité que par plaisir. Il lui fallait bien nourrir sa femme, quoique s'il avait pu la laisser crever. Sandrine Oudot, sa femme, ne faisait rien, et surtout ne ressemblait à rien. Les années avaient su effacer ce charme incontestable qui avait fait que son mari l'avait remarqué. Surtout, elle-même ne cherchait plus à plaire. Pourquoi faire? De toute façon, elle était persuadée que son mari était un rustre, incapable de romantisme ou de gestes affectueux. Ah, à l'époque, c'est elle avait su. La journée d'Iudo était d'une constance inimaginable pour quiconque aime la vie. Tout était fait chaque jour au même moment et de la même manière, sans la moindre surprise, et ce, depuis plus de 15 ans. Mais ce qui au début se passait avec le sourire arrivait maintenant avec les cris. Tout était prétexte à dispute. La caisse du chat pas changée depuis une semaine, la voiture garée trop loin, le choix du programme TV, et même les regards lancés par Jean-Marc à d'autres femmes, comme si Sandrine l'aimait encore. Non, bien sûr, elle ne l'aimait plus, mais tout de même, ce n'était pas une raison pour accepter un comportement qui pourrait laisser penser qu'elle vivrait bien avec les cornes. Ce matin-là, comme d'habitude, Jean-Marc se leva à 4 heures du matin. Comme dans la chanson, il bouscula Sandrine, qui ne se réveilla pas. Mais il ne prit pas le soin de remonter la couverture sur les épaules de sa dulcinée, car si jamais elle pouvait choper une bonne crève et aller jusqu'au bout de celle-ci,
Et toujours comme dans la chanson, il s'était habillé très vite et avait quitté la maison. Non pas parce qu'il était en retard, mais moins longtemps elle restait vers elle, et mieux cela était. Sandrine s'étira vers 9 heures. Le chat vint lui laisser le visage. Elle resta un moment au lit à rêvasser d'histoires d'amour qu'elle ne connaîtrait jamais. Puis la journée prit son cours. Le ménage, le repassage, la vaisselle, la caisse du chat, la série télévisée américaine, qu'elle ne manque sous aucun prétexte. Mon Dieu, que le temps passe vite. Déjà 1 heure, l'autre va rentrer. Alors, sans prendre le temps de s'arrêter, elle sort du congélateur un plat Findus qu'elle jette négligemment dans le four. Puis, elle met à table et attend en regardant le jeu télévisé qui lui plaît tant. Elle l'aime bien parce que cela lui permet de réfléchir, de se cultiver. Elle apprend des trucs dingues qu'elle oublie dès qu'elle a zappé. À peine le temps de regarder 5 minutes du journal télévisé pour s'informer d'éventuels faits divers sanglants, et Jean-Marc franchit la porte. Il est exténué après cette journée de travail. Il lance un salut à sa femme, il ne vient pas l'embrasser. Elle savait qu'il allait faire cela. Puis les deux amoureux se mettent à table. Jean-Marc ne parle pas. Il a les yeux fixés sur le tube cathodique. C'est l'heure de Derrick, la série allemande préférée du maître de maison. Et le seul moment où il ouvre sa bouche, c'est pour donner le nom de celui qu'il pense être le coupable. Bien sûr, il se plante, mais Sandrine savait qu'il allait faire cela. Puis, à peine a-t-il mangé sa dernière bouchée, qu'il se lève et part dans la chambre pour faire sa sieste. Sandrine s'y attendait également. Rien de ce qu'il fait ne parvient à la surprendre. Chacun de ses gestes, elle peut le prévoir, les anticiper, même ses phrases. Cela l'énerve. Elle le sait, mais elle ne se gêne pas pour lui dire. « Je savais que tu allais faire cela, mon pauvre vieux. Ce que tu peux être prévisible, tu es lamentable. » Et bien sûr, ce n'est pas fait pour apaiser Jean-Marc. Il ne supporte pas quand elle dit cela, surtout lorsqu'il prend une initiative. Parfois, il a une idée qu'il trouve géniale ou une blague qui lui vient suite à une situation et qu'il trouve hilarante. Alors, il l'a dit. Et là, au lieu de rire, elle répond « Je savais que tu allais faire cela. » C'est pourtant pas dur de rire, et c'est tout ce qu'il demande. Mais cette phrase immuable, il ne la supporte plus. C'est justement à cela qu'il pense, Jean-Marc, alors qu'il est allongé sur son lit. Vraiment, cette fine mère ne peut plus durer. Il doit faire quelque chose. Demander le divorce ? Cela ne se fait pas chez lui, et de toute façon, c'est trop compliqué. Non, il doit y avoir une autre solution. Cela fait des semaines, à chaque sieste, il ressasse le problème. Et la solution, il n'en voit qu'une. Tuer. S'il se contente de s'en aller, le seul fait de savoir qu'elle respire encore parviendrait à lui gâcher la vie. Alors il vaut mieux qu'il la détruise. Au moins, il sera complètement débarrassé. Et de toute façon, elle ne sert plus à rien, elle ne sert plus à personne. Après des mois d'hésitation, il sait maintenant qu'il va passer à l'action. Quelques semaines se sont encore écoulées. Jean-Marc a tout préparé. Il a trouvé l'arme, la manière de procéder, l'alibi et le courage. Ce matin-là, il se lèvera comme d'habitude, s'habillera comme d'habitude, fera mine de partir. Il croisera comme chaque matin le voisin dessous qui part avec lui au travail. Ils feront un bout de chemin ensemble, puis il reviendra sur ses pas, ira chercher le pistolet avec silencieux qu'il a caché à la cave, il remontera jusque chez lui sans allumer la cage d'escalier, il réveillera sa femme, la fera aller dans le salon et lui logera une balle dans le cœur, pour être sûr qu'il ne reste rien de leur amour. Puis il chamboulera un peu l'appartement, pour faire croire à un cambriolage, et partira travailler, laissant la porte d'entrée entr'ouverte pour que la voisine s'en étonne et découvre l'horrible agression. Le fameux matin arrive enfin. Tout commence comme prévu, et le voilà en train de cheminer avec le voisin. Pour une fois, il n'écoute pas ce qu'il peut lui raconter, et il a la tête ailleurs. Enfin, leur chemin se sépare, et Jean-Marc fait demi-tour. Il descend la cave, prend son arme, puis monte les escaliers sans faire de bruit. Glisse sa clé dans la serrure, tourne doucement. La porte s'entrouvre, et Jean-Marc entre dans le vestibule. L'appartement est plongé dans l'obscurité. Pas un bruit. Mais s'il n'a pas le temps de faire un seul pas, que quelque chose vient l'assommer. Il s'écroule. Sa femme se tient debout derrière la porte, avec une batte de baseball entre les mains. Elle a bien porté son coup et Jean-Marc n'en a plus pour très longtemps. Déjà, les dames de la mort lui entonnent leur berceuse. Et la dernière chose qu'il attend avant de mourir, c'est la voix de sa femme. « J'étais sûr que tu allais faire cela. » La maison.
La longue allée fleurie, l'immense bâtisse en pierre, le lilas devant la porte qui jette sur cette dernière une ombre apaisante. Les fenêtres bleues à la peinture abîmée, les vitres sombres qui laissent entrer la lumière mais ne laissent rien sortir. Tout est là. Le paradis de mon enfance n'a pas changé. Je prends quelques instants pour retrouver les sensations, les vibrations que mon esprit et que mon corps ont oubliées depuis tout ce temps. Je m'attends à voir s'ouvrir la porte, à voir apparaître ma cousine dans une de ces longues robes qui la faisaient ressembler à un des personnages de la comtesse de Ségur. Ma mère doit se trouver derrière la fenêtre pour veiller discrètement sur nos jeux d'enfants. Mon père, dans le garage, s'agace sans doute sur le carburateur récalcitrant de sa toute nouvelle déesse. Il est à la fois si lourd et si agréable de se retrouver là. La frontière entre le passé et le présent semble avoir disparu. Il n'y a qu'un espace où les sentiments se déplacent en totale liberté. J'avance. Mes pas font légèrement crisser le sol terreux et sec. Je monte les quelques marches du perron, le bruit change. Il est plus froid, plus sec, comme une musique qui annoncerait l'arrivée d'un drame. J'entre enfin. Le petit couloir aux murs blancs avec des couronnes de fleurs séchées qui plaisent tant à ma mère. Le meuble bas acheté en ruine un dimanche au puce et à qui mon père a redonné vie en lui consacrant des soirées entières pendant lesquelles ma mère écoutait la radio au salon. Quand enfin, remis à neuf, le meuble avait été installé là, le couloir s'était rempli pendant des mois d'une odeur de cire si intense qu'elle en devenait entêtante. Au sol, un long tapis dont les dessins abstraits avaient été pendant si longtemps pour moi les autoroutes de mes petites voitures. À gauche s'ouvre le salon. En été, dès le matin, le soleil vient chauffer cette grande pièce en entrant par les 3 portes-fenêtres situées à l'arrière. Mais aujourd'hui, en ce début d'après-midi, il n'y a qu'une ombre froide qui vient caresser le canapé en cuir. Il est solidement posé face à la cheminée. Je l'ai toujours vu là, je l'ai toujours connu. Pourtant, mes parents en ont changé plusieurs fois, mais soit les autres lui ressemblaient, soit que ma mémoire est défaillante. Il me semble qu'il s'est toujours agi du même canapé. Un jour, mon père s'était avisé de le déplacer, de le mettre au fond de la pièce, face à la fenêtre pour profiter davantage de la lumière. Il y eut une véritable réunion d'état-major ce jour-là, et il fallut convaincre ma mère, dont l'un des plaisirs était, quoi de plus banal, de lire tranquillement installé devant le feu. Finalement, le plan fut mis à exécution, mais on ne trahit pas les habitudes aussi facilement, et après seulement 3 semaines, le canapé retrouva la cheminée aux grandes dames de mon père et à la joie de ma mère qui, une fois de plus, avait obtenu ce qu'elle voulait. Dans la cuisine, je retrouve des odeurs oubliées, mais elles ne sont là que le fruit de mon imagination. Il n'y a rien dans les fours et les chaises sont poussées sous la vieille table qui a connu tant de multiplication, de récitation et de rédaction. C'est là que je faisais mes devoirs sous l'œil avisé de ma mère. Le petit cellier est vide, plus de provisions et le congélateur est débranché. L'escalier qui mène au premier grince, mais il débouche encore sur plus de souvenirs. Ma chambre, qui lentement après mon départ a perdu toute chaleur pour devenir au mieux une chambre d'amis et au pire un débarras. Il s'y entasse dans les 2 armoires de vieux habits trop petits, trop abîmés, des boîtes de jeux déchirées où il manque au moins 1 ou 2 pièces et des vieux livres poussiéreux. Tant de choses qui avaient eu tant de valeur et qui finissaient ici sans gloire et sans lumière. Au bout du couloir, la chambre de mes parents. Il y fait froid. Le soleil ne passe pas les volets fermés et la pénombre n'est vaincue que par la lumière qui franchit la porte en même temps que moi. Il y a le lit où ma mère dormait seule depuis le décès de mon père. Et il y a pourtant toujours les 2 tables de nuit et les 2 lampes. La mort est passée ici une dernière fois. Je regarde ma montre, les autres n'auront plus tardé, il faut préparer. L'après-midi sera longue. Il y aura l'enterrement, les condoléances, la petite réunion juste après pour essayer de tourner la page, la dernière réunion de la famille dans la maison de la famille. Dans les mois à venir, elle sera vendue et connaîtra une nouvelle vie, loin sans doute pour un long moment du chant des dames de la mort.